La dernière chose dont je me souviens, avant que tout bascule, c'est Robert assis au bord du lit, encore en jean et en chemise, qui me regardait. Il m'a dit plus tard que quelque chose l'avait retenu, un instinct qui ne s'expliquait pas. Il était là depuis 5 minutes à peine quand mon cœur s'est arrêté. S'il n'avait pas obéi à cet instinct, je ne serais pas là pour te raconter tout ça. Mais laisse-moi revenir en arrière. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir de décembre 2008, il faut comprendre quel genre d'année ça avait été. J'ai grandi dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Grande famille italienne, première génération née en France, une de ces maisons où le déjeuner du dimanche durait 4 heures et tout le monde parlait en même temps. Ma mère était infirmière et depuis toute petite, je savais que c'est ça que je voulais. J'ai fait l'école d'infirmière, travaillé à l'hôpital Édouard Herriot aux urgences, puis été recrutée en réanimation à la vingtaine. C'était en 1977, et j'avais la certitude absolue d'être là où je devais être. C'est là que j'ai compris pour la première fois que la mort n'est pas toujours la fin. Un patient est arrivé des urgences, un accidenté. On l'évaluait encore quand j'ai vu la vie quitter son regard. Comme ça. Arrêt cardiaque complet. Une des réanimations les plus longues de ma carrière. Rien ne fonctionnait. Je voyais la décision se former sur le visage du médecin avant qu'il ouvre la bouche. Il commençait à me dire qu'il était temps d'arrêter, et je ne sais toujours pas d'où ça m'est venu. Je l'ai regardé et j'ai dit « On fait encore un tour ?» Il était surpris, mais il a dit oui, et on a ramené cet homme. 48 heures plus tard, de retour le soir, j'ai appris qu'il avait non seulement survécu, mais progressé de façon remarquable. Je suis allée le voir. À la seconde où j'ai franchi la porte, il m'a regardé comme s'il m'attendait. Il a retiré son masque. « C'était vous ?» Je me suis retournée, quelqu'un derrière moi. Il a dit « Je vous ai vue, infirmière. Je regardais tout de là-haut. » Et il a montré le dessus des moniteurs. Il a décrit le médecin, la couleur exacte de sa tenue, la barbe, le couvre-barbe, où je me tenais, mes cheveux défaits, l'air épuisé. Il m'avait entendu dire « encore un tour ». Là, il a retenu ses larmes. « Merci, infirmière. Merci de m'avoir sauvé la vie. » Je suis restée figée. 3 mots, ça change tout. J'ai gardé ça pour moi pendant des années. La vie a continué, le mariage, les enfants, le temps. Et puis, 2008 est arrivé, et c'est arrivé fort. Robert travaillait dans la finance, et cette année-là, le monde financier s'est effondré. Il voyageait sans cesse, portant un poids énorme. Par-dessus tout ça, mon père, qui vivait avec nous, était en train de mourir d'un cancer du pancréas. Il est parti en juin. On était très proches. Quand il n'a plus été là, je ne savais plus comment exister dans un monde sans lui. Un tsunami de douleur et de stress, tout en même temps. J'avais fait un bilan de santé cet automne-là parce que j'étais à bout. Mon médecin a tout examiné et levé les yeux vers moi. Vos analyses sont parfaites, mais pas vous. Je savais ce qu'il voulait dire. Le cœur brisé, ça n'apparaît pas dans les prises de sang. J'étais détruite à un niveau qu'aucun examen ne pouvait mesurer. Et puis les fêtes sont arrivées. Premier Noël sans mon père, Robert presque jamais là. Un après-midi, je suis allée au cimetière, 2 heures de route, et je me suis assise un moment avec lui. Je suis rentrée, sans doute sans avoir rien mangé ni bu. Quand j'ai poussé la porte, Robert m'a regardée et a dit « Tu as une mine épouvantable. Couche-toi tôt. » Il est monté avec moi,
s'est assis sur le dessus du lit, encore habillé, a dit qu'il voulait juste lire quelques minutes. 5 minutes après que j'ai posé la tête sur l'oreiller, mon cœur s'est arrêté. Robert a appelé le 15 et commencé les compressions. Je lui avais appris les gestes, jamais imaginé qu'il s'en servirait pour moi. Le SMUR est arrivé, puis la réanimation avancée. Je ne répondais pas aux médicaments, le rythme ne revenait pas. Hôpital, intubé, respirateur. Je n'ai pas repris conscience. Des signes de lésion cérébrale grave par manque d'oxygène. Les médecins sont sortis parler à Robert. Ils n'étaient pas sûrs que je m'en sorte. Ils pouvaient tenter une hypothermie thérapeutique, abaisser ma température pour protéger le cerveau. Ça pouvait marcher. Ou pas. Mais ils n'avaient rien à perdre. On m'a emmené en réanimation. Je suis tombée dans le coma. Et c'est là que ma vraie histoire commence. Je ne me souviens pas d'avoir quitté mon corps. La première chose dont j'ai été consciente, c'est de me trouver dans un espace immense et sombre. Pas effrayant, simplement sans limite. Ni haut, ni bas, ni bord. Juste à flotter dans quelque chose de vaste et silencieux. Et la pensée est venue, je crois que je suis morte. Ce qui m'a surprise et me surprend encore, c'est que ça ne m'a pas fait peur. Ma première réaction a été la curiosité, parce que j'étais encore moi, mes propres pensées, mon propre point de vue. Je me sentais plus vivante que je ne l'avais jamais été dans mon corps physique. Je percevais tout autour de moi simultanément. J'entendais de profondes vibrations harmoniques que je ressentais aussi en moi. Des couleurs qui n'existent pas ici. De la lumière dans toutes les directions. J'ai fait ce que ferait toute infirmière, un bilan. Ma tête, mes bras, mes jambes, rien. Pas de corps. Je suis hors de mon corps. Je suis morte. Et pourtant, ça ne m'a pas effrayée. J'étais fascinée. Je me suis mise à avancer. Devant moi, quelque chose comme la première lueur à l'horizon, cette suggestion pâle de l'aube. Je me suis sentie projetée hors de l'obscurité dans une toile lumineuse, vaste et complexe, chaque point vivant et intelligent. Une présence à ma gauche, un guide, calme et conscient de moi. J'ai traversé la toile et compris que les orbes qui la composaient étaient des âmes, chacune unique, aussi individuelle qu'une empreinte digitale. J'en ai reconnu certaines, pas par le nom ni le visage, mais par quelque chose comme une signature d'énergie. J'avais déjà été ici. C'était chez moi. Mon guide l'a confirmé. La chose la plus vraie que j'ai jamais entendue. Alors a commencé la revue de vie. J'ai vu des scènes de ma propre existence. Pas les grands moments dramatiques que j'aurais pu attendre, mais des petits moments ordinaires. Et je les vivais des deux perspectives à la fois, la mienne et celle de l'autre personne. C'est ce pourquoi je n'aurais pas pu me préparer. Il y a un moment que j'ai encore du mal à raconter. Jeune infirmière, je suis sortie un soir d'un restaurant avec des restes en quantité. J'étais mère seule, tellement contente de ramener ça à mes enfants. Devant la porte, un homme à la rue. Nos regards se sont croisés. Et j'ai continué à marcher. Dans la revue de vie, j'ai ressenti ce qu'il avait ressenti. On m'a montré son histoire. Un homme qui avait tout réussi, un accident de voiture, une dépendance aux antidouleurs, et à travers ça, un effondrement lent de tout. Ce soir-là, la honte qu'il ressentait face à sa vulnérabilité
étaient pires que la faim physique. Ces pensées que j'entendais clairement. Bien sûr que tu ne vas pas me donner ta nourriture. Regarde-toi, regarde-moi. Mon guide m'a laissé avec ça et dit doucement que le but n'était pas la punition. Tu ne sais jamais quel combat quelqu'un a déjà mené. Tu ne sais jamais ce qui se passe à l'intérieur. Je n'avais jamais oublié son regard. Et maintenant je comprenais pourquoi. Il y avait d'autres choses aussi. Des moments qui me portaient plutôt qu'ils ne m'humiliaient. De petites choses faites comme infirmière. Rester un peu plus longtemps auprès d'un patient. Pleurer avec quelqu'un qui avait besoin de savoir que j'étais vraiment là. Une main posée sur une épaule au bon moment. La revue me montrait que chaque petite chose avait compté, s'était propagée d'une façon que je n'avais jamais su. Tout significatif pour une autre personne. Pas bien ni mal, juste significatif. Ensuite, on m'a montré des scènes d'autres âmes. Une partie de ce que j'ai vu était dévastateur. Des abus, des pertes terribles. J'ai dit à mon guide, « J'arrive à peine à gérer ce qui me concerne. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ?» Avant d'avoir fini de formuler la question, la réponse était déjà là. C'est à ce moment que j'ai su avec une certitude absolue que j'étais en présence de Dieu. Connu si complètement que la question n'avait pas besoin d'être posée. La réponse était « Ne regarde pas les événements, regarde les âmes. » J'ai dirigé mon regard vers les lumières, intactes, brillantes, entières, complètement préservées. J'ai entendu « Rien ne peut blesser l'âme, jamais. L'âme est immortelle. » Et puis, il y a une chose qui peut transformer l'âme. On m'a montré des actes d'amour simples. Quelqu'un aidant un inconnu, un bras autour d'une personne en deuil, une main sur l'épaule d'un enfant. Les lumières devenaient plus brillantes à chaque fois. Et j'ai entendu « C'est ça que nous sommes. C'est la seule chose qui compte vraiment. » 2 orbes sont venus vers moi. Le premier, je l'ai reconnu comme mon patient des années 70. L'homme qui avait survécu et m'avait dit qu'il nous regardait depuis le plafond. Son énergie était inconfondable. Il m'a dit que je n'avais jamais vraiment parlé de ce qui s'était passé entre nous. Maintenant, tu dois le faire. Raconter ton histoire aidera des gens d'une façon que tu ne verras jamais. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Partage-le. J'ai compris ce que ça exigerait, revenir, et j'avais décidé très tôt que je ne partais pas. J'étais chez moi, libre, enveloppé dans un amour sans mots. Alors que je m'apprêtais à le défendre, il s'est éloigné. Et puis mon père est arrivé. Je l'ai reconnu avant qu'il dise un mot. Pas par son visage, ni sa forme, juste à sa façon d'être, comme on reconnaît le pas de quelqu'un. C'était mon père, inconfondablement. J'ai dit, « Mon Dieu, papa, c'est toi. » Et il a dit, « Oui, je suis là, mais je ne suis jamais vraiment parti. J'ai quitté mon corps, jamais toi, et je ne le ferai jamais. » Il m'a dit que je devais retourner, mais que je ne pourrais pas m'éloigner de lui, même si j'essayais. J'avais encore du travail à faire. Si je rentrais, je devrais quitter cet endroit, ai-je pensé. Et il a répondu, « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cet endroit a toujours fait partie de toi. Il en fera toujours partie. Tu ne pourrais pas le quitter même si tu le voulais. » Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas vraiment compris. Mais c'était mon père, et j'avais confiance en lui. Au moment où je me suis rendue, où j'ai lâché la résistance,
je me suis retrouvée à planer au-dessus d'un lit de réanimation. Ma première pensée, après toutes mes années en soins intensifs, je n'avais jamais vu à quoi ressemblaient les moniteurs d'en haut. Et puis j'ai regardé le corps dans le lit. Un tube de ventilation, des contentions, des yeux fermés avec du sparadrap. Ce n'est pas une situation dans laquelle quelqu'un voudrait retourner. Je me sentais tellement dilatée, tellement sans limite, que je ne comprenais pas comment j'allais de nouveau tenir là-dedans. Et alors je suis entrée dans mon corps. L'oppression a été immédiate et écrasante. J'avais l'impression d'étouffer. La première vraie peur de toute cette expérience m'a frappée d'un coup, et par pur instinct, j'ai arraché le tube de ventilation. Les alarmes ont retenti. Quand l'équipe est arrivée, j'étais assise à regarder le sang sur le lit et le tube sur ma poitrine, pensant de façon étrangement détachée que quelqu'un ici avait été très gravement malade. Je savais que c'était moi. Mais je n'étais pas encore tout à fait revenue. J'ai entendu quelqu'un dire « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle s'est réveillée ». Le rétablissement a été difficile. La lésion cérébrale par manque d'oxygène a signifié des problèmes de mémoire, des difficultés d'élocution, du mal à lire, des choses qui ont mis presque 1 an à se résorber. Mais la partie la plus étrange, mon souvenir de l'expérience de mort imminente était complètement intact. Pas un détail perdu. Et je me promenais avec ça à l'intérieur de moi, tout en ayant du mal à reconnaître le visage de gens qui venaient apporter à manger à la maison. Ce qui m'a permis de continuer, c'est mes enfants, et la certitude d'avoir été renvoyée pour une raison. J'ai écrit obsessionnellement dans un journal, notant chaque détail. Je passais du temps dans la nature parce que le plein air était ce qui me rapprochait le plus de cette sensation sans quitter mon corps. Et peu à peu, mois après mois, j'ai fait la paix avec le fait d'être ici. Ça a tout changé dans ma façon d'avancer dans le monde. Je vois la lumière dans les gens, en tout le monde, pas seulement dans ceux qui sont faciles à aimer. Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un ni de l'apprécier sur le moment. Mais je vois ce qu'il y a en dessous. Je sais que c'est là. Et je sais que rien de ce que cette vie peut faire ne peut l'abîmer. Je n'ai pas peur de la mort. Pas la moindre trace. Notre passage, depuis l'autre côté, je peux te le dire, est fait pour être paisible. Il n'y a rien à craindre. Et les personnes que nous avons perdues, elles ne sont pas parties. Mon père m'a promis de ne jamais me quitter, et il a tenu cette promesse chaque jour depuis lors. Je le sens, il est là. Et tous ceux que nous avons aimés et perdus sont encore proches d'une façon que ce monde n'a pas les mots pour décrire. Présents, conscients, jamais aussi loin qu'ils en ont l'air. C'est ça que je suis revenue te dire.